On va rester donc sur le Burkina où on évoquait cette attaque terroriste effroyable, le bilan 160 civils. Le gouvernement, dans sa communication, dit que les victimes sont des civils sans distinction d'âge, tués par les terroristes dans la nuit de samedi à dimanche. Ambroise Kmondjo, on était donc sur la question de savoir la zone des 3 frontières, pourquoi les armées des pays concernés ne se déploient pas pour sécuriser cette zone. Oui, et je développais en disant qu'il y a un problème, il y a un paradoxe qui se produit dans cette zone-là. Tous les 3 pays ont des militaires, ont des corps de défense, et ils pouvaient facilement s'entendre. Et ça, rapidement, la France s'immisce encore dans ça. La France s'immisce dans le G5. Vous avez déjà amené vos forces, 5000 hommes, Barkhane au Mali. Vous avez des bases militaires à Djibouti, au Gabon, partout. Maintenant, laissez les pays eux-mêmes coordonner leur lutte contre le terrorisme. Ils infiltrent le corps de ces 3 pays-là, les armées de ces 3 pays-là, pour avoir peut-être des informations ou des renseignements, pour pouvoir peut-être déjouer. Parce que aucun Africain francophone aujourd'hui, la grande majorité n'a plus confiance en ce pays, la France. Si je dis ça, il suffit de jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux, entendre tout ce que leur radio rencontre, tout ça on sait. On sait analyser les choses, on sait filtrer ce qui est du vrai et du faux. Le Burkina Faso et son peuple paient le prix d'abord de la révolution de Sankara, d'ailleurs révolution sankariste, ça c'est un. De 2, paient le prix de l'éviction du président Blaise Compaoré. Parce que c'est l'homme de la France. Pourquoi l'avoir évincé? Vous devez payer le prix. C'est ça le problème du Burkina Faso. Maintenant, on me dira quel lien faites-vous entre la France et les djihadistes qui tirent. Mais il y a aussi des choses qu'on entend, qu'on lit sur les réseaux sociaux. Et les discours même, le discours pour un analyste politique qui entend cette réaction de Macron disant que si la force Barkhane part, le pays sera livré aux islamistes. Il a dit ça. Comment lui pense que moi, en tant qu'Africain intelligent, je vais analyser ça? Et patatras, quelques jours après, on tire au Burkina Faso 160 morts. Vous voulez partir, et le pire même, ils ne sont pas partis, ils sont encore là. Vous ne voulez plus collaborer avec les armées nationales. Alors que l'État malien est un État souverain. Maintenant, vous ne voulez pas partir non plus. Mais ils se prennent pour qui? Maintenant, la Russie veut venir, vous voulez aussi s'opposer. Ils n'ont qu'à confronter avec la Russie en Centrafrique. Ils verront la même chose au Mali, et bientôt peut-être au Gabon et ailleurs. Et ça va se multiplier. Il y a une question quand même. Ça va se multiplier. À clé sur ce qu'on peut se poser, hein, il y a une sorte de, j'ai envie de dire, une appétence pour cette zone des 3 frontières là pour les terroristes. Ils veulent en faire une zone de non-droit où ils vont régner. D'abord, j'avais déjà posé la question pour savoir à qui profitent ces genres d'attaques. Donc, déjà, les djihadistes ne peuvent pas créer un autre État là-bas. C'est impossible. Ils ne vont pas régner aussi longtemps que cela. Mais comme je le dis, et contrairement à Ambroise, je ne suis ni francophobe, ni francophile. Donc, moi, c'est que... Moi non plus, je ne suis pas francophone. Je ne le laisse pas sur le plan... comment dire, où il faut anathématiser la France ou pas. C'est que la responsabilité revient aux Africains. Chaque armée a ce qu'on appelle armée de l'air. Ce corps-là, on pouvait mettre, comment dire, en permanence des avions, des hélicos qui suivaient ces zones. Qui vendent ces hélicos-là aux armées de l'air. Le souci, oui, peu importe celui-ci qu'on en a payé. Non, c'est pas ça, justement. Nous avons besoin de faire de la sécurité, de sécuriser une zone, peu importe là où on a payé. Puisque nos chefs d'État, depuis longtemps, ils sont à l'aise pour bastonner l'opposition et avec des armes de payer de bonnes armes pour contrôler ou sécuriser le pays. Justement, donc, sur ce cas, ils sont aussi, comment dire, experts où il faut enfermer les forgerons qui fabriquent des armes au lieu de révolutionner pour que nous-mêmes nous en fabriquons. C'est pourquoi je dis je ne suis pas francophone ni francophile. Mais ce que je dis, même pas le débat. Ce que je dis actuellement là-bas, c'est ce que comment Samuel est en train de dire. Les djihadistes sont là pour seulement déstabiliser l'économie de ces 3 pays pour le moment, mais dans le compte de qui, je ne sais, je ne peux pas me prononcer efficacement là-dessus. Mais ce que je sais, ces États même ont démissionné, peu importe celui qui est le président. Et que si le Mali fournit un contingent, comment dire, le Niger en fournit et le Burkina en fournit, et qu'on forme une zone tampon où on défend les 3 frontières par rapport à cela. Ça ne veut pas... Le Burkina a quand même une frontière avec le Bénin, mais pourquoi il n'y a pas ces incursions de temps en temps? Il n'y en a pas. Mais ce que je dis actuellement, c'est que c'est une zone de trafic d'armes
à haute dose et que la présence des forces peut-être françaises empêchait aussi également que ces trafics puissent quand même évoluer. Il y a la drogue aussi qu'on avait recensée en 2015 dans la même zone. Donc, je dis qu'il y a énormément d'argent qui coule là-bas et qu'on ne voudrait pas que les gens voient. Maintenant, les djihadistes, je suis sûr que si on se concentre, ils vont vite partir. Parce que, entre-temps, les éléments de la Zawad avaient dit qu'ils allaient créer un État au nom du Mali. Mais ils n'ont pas réussi, ou on les a empêchés à réussir cela. Donc, est-ce que dans la tête des djihadistes, c'est de s'imposer totalement? Non. Mais est-ce que dans la tête de nos États, ils veulent que les djihadistes passent, ils ne font rien pour le prouver aussi? D'accord. Moi, si c'est difficile, la lutte contre le terrorisme est difficile pour un pays, pour trois, il ne devrait pas être compliqué de lever une armée. Non, mais au fait, lever une armée, c'est très simple. Tout de suite, même quand on va lancer l'assaut pour recruter des jeunes pour faire l'armée. D'ailleurs, au Burkina, il y a de ces éléments-là qu'on appelle les suppléants à l'armée qui sont là-bas. Ce n'est pas une question d'hommes. C'est une question de moyens, de stratégie, hein, de renseignement. C'est ça. Dites-moi, en Afrique ici, quel est ce pays-là qui dispose d'armement qui puisse lui permettre de pouvoir résister devant ces djihadistes super armés? La deuxième chose, quels sont les instruments que nous avons aujourd'hui pour détecter? Vous pensez que le truc-là pouvait se passer en France et qu'en 24 heures, l'armée ne circonscrive pas là où se trouvent ces djihadistes-là et puisse savoir quel type d'armement il faut utiliser pour aller les déloger là-bas? Nous sommes là, nous attendons d'abord qu'on nous dise qu'ils sont ici et qu'ils vont être ici. Hein? On prend de l'argent pour acheter Pegasus, voilà, donc, au lieu d'acheter des choses essentielles. Vous voyez que nous ne sommes pas tellement équipés matériellement et financièrement pour pouvoir aller contre ces djihadistes. Et c'est pourquoi nous sommes souvent surpris. Les hommes, on en a. Mais seulement, c'est le matériel qu'il faut pour pouvoir faire face à cette situation qui fait problème. Si les trois pays mettaient aujourd'hui 12 000 hommes sans armes, 5 terroristes peuvent les déstabiliser en quelques secondes. L'Afrique doit aujourd'hui penser à rééquiper son armée, matériellement, financièrement, à lui procurer de matériel sophistiqué pour pouvoir... Donnez-moi un seul pays africain qui a un drone. C'est ça le boulot. Donc, pour détecter la position de l'ennemi, il faut faire référence à la métropole. D'accord. Et ça aussi. Bizarrement, les matériels dont parle M. Kalitom, qui va vous donner l'autorisation d'aller acheter ça? On vous dira que la France, c'est elle qui va vendre ça. Si la France a un matériel sophistiqué, il ne va jamais vouloir vendre le même arme sophistiquée chez vous au Mali. D'accord. Chez vous, passons maintenant au second sujet. Maintenant, il faut aller en Russie pour trouver d'autres armes plus sophistiquées que ça. La prestation de serment du nouveau président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a prêté serment ce lundi devant la Cour suprême de son pays. Plusieurs personnalités, des membres d'institutions civiles et militaires, des religieux, des organisations professionnelles ont assisté à la cérémonie en présence de représentants du corps diplomatique. Aucun président étranger n'y était. Guinée. Bon, en tout cas, d'après la dépêche que j'ai devant moi, il n'y a aucun chef d'État étranger qui était. La cérémonie donc a permis au nouveau président de prendre officiellement fonction à clé ce sort. Assimi Goïta est donc officiellement dans les tenues de président du Mali. Bon, moi, je pense que cette prestation est superfétatoire, étant donné que la Cour constitutionnelle l'a déjà homologué et il est allé au Ghana en tant que chef d'État aussi. Donc, ce n'est que des procédures pour quand même asseoir ce qu'il veut. Sinon, il était déjà président une fois qu'on l'a homologué à la Cour constitutionnelle. Donc, bon, qu'il presse moi, ça ne me dit pas grand-chose. D'abord, moi, là où je vois, c'est pourquoi les chefs d'État n'y sont pas allés. Bon, c'est ça, il faut voir. C'est pas un président élu non plus. Oui, mais étant donné que la Cour constitutionnelle de leur pays l'a consacré président, lui a donné tout le pouvoir. Donc, que ce soit intérimaire ou pas, c'est le président du pays actuellement. Il n'y a pas un autre président à part lui. Si on veut faire un accord, si on veut signer un partenaire avec le Mali actuellement, on est obligé de faire avec lui. Donc, déjà, il est président. Donc, les autres, peut-être qu'il n'est pas encore rentré dans leur cercle fermé, où ils se disent ce qu'il faut faire. Mais bientôt, on verra la suite. Puisque moi, je le dis que même, je suis perplexe par rapport à ce monsieur.
Et j'attends voir ce que ça va donner parce que ça fait 5 ou 6 coups d'État au Mali depuis. le 5e. Donc, vous voyez, étant donné que le Mali, chez les Maliens, l'appétit vient en mangeant, je me dis que ça risque encore de nous dire beaucoup de choses. Donc, je prends ça, la prestation n'a pas grand-chose sur ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire. Alors, moi, je serais quand même très intéressé de pouvoir lire la décision de la Cour constitutionnelle, puisque c'est sur un motif donné qu'ils ont pu confirmer. J'aurais aimé voir un peu les motifs évoqués. Mais ici, il est dans le rôle. Et dans son discours, on va s'intéresser parce que la prestation de serment, ça, c'est rien du tout. Dans son discours, il s'est engagé à travailler conformément aux attentes des Maliens. Il s'est engagé pour œuvrer dans le sens de l'accord de paix d'Alger. Vous sentez en lui quelqu'un qui a de la volonté? D'abord, au départ, je voyais la personne de façon très évasive et sans être sûr de lui, de ce qu'il veut concrètement pour le Mali. Lors du premier coup d'État, je voyais là un jeune aussi sanguin qui est arrivé pour juste déposer des gens et montrer que nous aussi, nous savons beaucoup de choses en matière de coup d'État. Et c'est un cycle qui n'a fait que se répéter à travers lui. Maintenant, ce deuxième coup d'État m'a fait évoluer dans un sens analytique, dans la géostratégique même de la zone, et par rapport à la communauté internationale, surtout par rapport à la France. J'ai tôt compris qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent sur le terrain malien que nous ne comprenons forcément pas à l'interne. Les deux personnes qui ont été évincées tout récemment, d'abord Ibeka et autres, c'est des gens qui sont proches de la France. Ça, je rentre directement dans la géopolitique. Et ils ont été évincés. Maintenant, Mokhtar Wan et Dao aussi, c'est des purs produits. On appelle ces gens-là des francophiles. C'est-à-dire, non seulement des purs produits de la France, mais ceux qui aiment s'aligner derrière les intérêts de la France. La France, elle est là pour son intérêt. Et pour son intérêt, elle est prête à tout. C'est ce que nous lisons en tant que journalistes et analystes politiques. Maintenant, au-delà de ça, quand il est arrivé, d'abord, il y a eu un tapis rouge à Accra. Un tapis rouge a un sens lourd politiquement, qui veut dire que le président ghanéen, en tant que président de la CEDEAO, lui donne un cachet blanc, pas par rapport forcément à du fait qu'il a déposé des gens, mais pour pouvoir revoir la copie même de la gouvernance au Mali vis-à-vis d'une certaine autorité étrangère. Seconde chose, contrairement au Tchad, on a condamné. Et moi, j'avais prédit ça. Avec le tapis rouge, il ne peut jamais avoir une condamnation et sanctions économiques au Mali. C'est ce qui bizarrement est arrivé. Maintenant, au départ, il portait la casquette de chef d'État. Casquette de chef d'État est différent de la casquette du président de la République. Je ne sais pas si les gens peuvent arriver à faire la nuance. Quand on est président de la République, on se revêtit d'une certaine légitimité populaire, parce que vous avez été élu par le peuple. Ici, le chef de l'État... C'est pas son cas. Hein. Oui, c'est là où je voulais arriver. Quand on le prend dans la responsabilité de chef de l'État, le chef de l'État, il peut avoir un chef d'État de fait et un chef de l'État qui est élu. Ici, il est de fait. C'est pourquoi il n'a pas eu la caution des institutions sous-régionales. Maintenant, on constate qu'il est là et il est comptable de tout ce qui peut arriver en termes de violence, en termes de tuerie et autres. C'est là où il est qualifié de chef d'État de fait qui est présent. Maintenant, il est consacré par la loi. Consacré constitutionnellement, vous voudrez dire quoi? On lui revêt maintenant le caractère constitutionnaliste. Mais c'est la Constitution et non la loi qui le consacre. Non, quand je parle de la loi, c'est la Constitution. Je parle de la non, ça veut dire qu'il n'y a pas une loi malienne qui dit il y a la que charte. quand tu fais coup d'État, on devrait te consacrer président. Il n'y en a pas. Non, je ne dis même pas ça. Suis-moi. Suivez-moi. À un moment donné. Je parle de la loi fondamentale. Je parle de la Constitution. Je sais. La Constitution malienne n'a de la Cour constitutionnelle plutôt, qui l'a consacrée. Oui. Maintenant, au-delà de la Cour constitutionnelle qui l'a consacrée, la Cour constitutionnelle, on doit dire, est-ce qu'il y a une passerelle au sein de la Constitution malienne qui fait foi ou bien qui fait une relation avec la charte? Parce qu'il y a une charte. Est-ce que la charte dit que le vice-président peut devenir à tout moment président de la République? Non. Non. Maintenant, on comprend aisément que c'est un coup d'État de fait et qu'on constate et qu'on ne peut pas aller au-delà de cela. On constate et on laisse faire. Maintenant, nommer les autorités civiles voudra dire ramener ceux-là qui ont été renvoyés aux yeux de la France? Non, ça aussi c'est non. Et c'est cela la France veut, ce sur quoi la CEDEAO ne s'est pas aligné. D'accord. Maintenant, on dit maintenant
qu'il nomme d'autres personnes, protection civile. On va y revenir. Oui, mais on reviendra quand on fera le second tour de table. Mais pour juste chuter en disant, Oui. en disant qu'en réalité, il prend la commande du vrai pouvoir au Mali actuellement. Oui, je voudrais On va revenir. justement relancer Kofi Kanitom sur ce point. Est-ce que constitutionnellement, c'est pas dangereux ce qui se fait là, d'imposer un président comme ça? La Cour constitutionnelle dit oui, il devient président. Sur quelle base? Moi, j'ai envie de savoir. Je ne lirai pas dans la constitution malienne qu'un putschiste peut devenir président parce que quelques juges en robe rouge l'auraient décidé. Oui, ben, le problème est un peu mitigé là-bas, puisque quand vous C'est là où je voyez voulais en venir. comment il est venu, en principe, la première des questions que nous devions nous poser, est-ce que Goïta s'attendait à faire un coup d'État ou bien la junte militaire se préparait à un coup d'État si la population civile ne s'était pas élevée contre un certain nombre de forfaitures qu'il reprochait au président. Juste l'armée profite de ce soulèvement et vient prendre le pouvoir. Hein, nous avons cru devoir être devant une logique où l'armée a entendu le cri de la population et venait à son secours. C'est ce qu'ils disent toujours. Voilà. Maintenant, ils sont arrivés, ils balayent toute la société civile et ils veulent prendre. Ça veut dire que quelque part, eux-mêmes, ils mijotaient ce coup, mais ils n'avaient pas les moyens, ils attendaient que choses là. Et d'emblée, tout le dispositif constitutionnel qui était là est foulé aux pieds et on amène un chef d'État. Déjà, ça crée un certain nombre de problèmes, même si des gens acceptent Goïta aujourd'hui, c'est que quelque part, la démocratie, tout ce qui consolide la démocratie est foulé aux pieds. Et c'est ça qui rend un peu dommage les actes que nous posons en Afrique. Aujourd'hui, en tant que garant de cette constitution, défenseur de cette constitution, c'est eux-mêmes qui brisent cette constitution et se placent aujourd'hui à la tête de ce gouvernement. L'homme peut avoir une vision, peut-être une vision qui soit la meilleure pour le pays. Mais la manière dont cela se fait aujourd'hui, c'est ça qui s'écarte des normes admises pour un pays pour être démocratiquement installé. J'aurais préféré cette chose-là au lendemain du coup qui aille vers la Constitution, puisqu'il y avait déjà un président de l'Assemblée, et je ne sais pas les dispositions qui étaient là, si c'était lui qui devait être président, qu'on le mette là-bas avec au fait un cahier de charges et que ça devait continuer par marcher comme si il n'y avait même pas eu de coup d'État et le problème ce serait bien. Donc, si aujourd'hui les pays de l'Afrique ne sont pas allés l'assister, c'est que quelque part, on est aussi en train de rêver à cette démocratie qui veut qu'à un moment donné, certaines choses se passent dans les normes, dans la légalité. D'accord. Alors, donc, je reviens donc à son discours. J'ai parlé tout à l'heure de l'accord d'Alger. Il s'est engagé à travailler conformément à cet accord. Il a également pris des engagements en ce qui concerne la situation sociale, économique. Il s'est engagé à réduire le train de vie de l'État et à décrisper le climat social. Donc, c'est un chef d'État qu'il faut juger aux actes. Je l'ai déjà dit, moi je suis perplexe par rapport à lui-même et à ce qu'il a fait, étant donné que, vous voyez, tu peux avoir de bonnes intentions, mais la procédure, quand c'est vicié, c'est que on ne peut plus t'accorder le crédit. Moi, je ne voudrais pas que d'ici le lendemain, que les gens disent on avait dit, on avait... Mais réellement, moi, je n'ai pas confiance à lui. Parce que quand vous faites coup d'État, dans la plupart des cas où on connaît des révolutionnaires, vous redonnez le pouvoir aux civils. Mais il a fait, quand il n'est pas content, il revient encore faire un deuxième coup d'État dans moins de 2 ans. C'est anormal. Ça voudrait dire que peu importe celui qui va venir ici, ce n'est pas à son goût. Il va le renverser. C'est que le pouvoir, il a pris l'appétit du pouvoir et puis il fait ce qu'il veut. Là, actuellement, quand vous allez au Mali, les sociétés civiles sont contre... Il faudrait qu'on dise les choses réellement. Les sociétés civiles sont contre ce qu'il fait. Mais comment il fait? Il les martyrise. Les juges, là, les juges de la Cour constitutionnelle, ces fameux juges, c'est pourquoi je veux que les gens comprennent. Les juges même ont violé la procédure de la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle n'est pas là pour constater les faits et accepter. Il faut travailler pour l'avenir. Vous allez voir qu'un jour, ça va créer de la jurisprudence, puisque ce sont des faits et des actes juridiques qu'ils ont posés. Tôt ou tard, quelqu'un va. C'est pourquoi la CEDEAO ne veut pas totalement donner carte blanche, puisque
un autre élément va faire. Imagine qu'un colonel ghanéen aussi fait ça. On va dire que ce n'est pas bien. Parce que non, c'est non. Donc, quand la procédure est viciée, c'est que toute l'action en droit est déjà viciée. Donc, c'est ce que je veux qu'on comprenne. Moi, je ne, quoi qu'ils disent, à moins qu'ils retournent dans la caserne et donnent le pouvoir au peuple, puisqu'il y avait les mouvements, les sociétés civiles qui ont aussi marché par rapport à ça. Donc, s'il leur donne le pouvoir, alors je peux quoi? Il peut être chef de l'armée ou ministre de la Défense et assurer quand même la sécurité du pays. Pourquoi ils sont là? Pourtant, il y a des djihadistes toujours. Donc, ils étaient tellement efficaces dans dans le renversement des présidents, mais qui sont moins efficaces contre les djihadistes. C'est anormal. Ouais, c'est pourquoi je dis que tout ce qu'il a dit, moi, je n'accorde pas de crédit à cela. À moins qu'il redonne le pouvoir civil, là, je peux quand même lui accorder le crédit. La CEDEAO... Je voudrais aller un peu dans le sens des choses. Je voulais dire, il faudrait quand même qu'on arrive à une certaine réalité. Ce monsieur, je le respecte très bien, mais souffre de savoir qu'il n'a aucune formation en matière de gestion politique d'un pays. Tout ce qu'il connaît, c'est le métier des armes. Est-ce que vous voyez? Là, il est peut-être efficace et il pourrait être plus efficace dans ce domaine. En venant et en prenant tous ces engagements, il commence par où? Avec qui? A-t-il vraiment confiance en ces gens-là que quand ils viendront, ils pourront faire ce qu'ils veulent? Parce que ce ne seraient pas même les meilleurs qui vont le suivre. Il sera obligé de faire avec qui lui dit qu'il va le faire. C'est ça la grande... Chacun dans son rôle, et je pense que tout devait bien marcher. La CEDEAO, tu posais la question de savoir le rôle même de cette institution sous-régionale. Moi, je crois que la CEDEAO paie le prix de sa propre turpitude, hein, et elle paie aussi le prix de sa politique de deux poids, deux mesures. Dans une même zone où il y a des tests régionaux qui encadrent l'arrivée au pouvoir et qui limitent même les mandats. Depuis le départ où la CEDEAO n'a pas su dire oui ou non à ceux-là qui font à plus de 2 mandats, c'est les scénarios que nous allons avoir. Maintenant, je crois que Assimi Goïta ne fait que hériter d'une jurisprudence qui s'est déjà produite à peine quelques mois au Tchad, quelques semaines au Tchad, parce que pratiquement une situation s'est produite au Tchad. Et la France et tout ce monde-là est venu avaliser. On n'a pas condamné, on dit que nous sommes dans la terre du Tchad, c'est une digue, si ça saute, machin. D'accord. Maintenant, l'autre qui avait fait un coup d'État, qui avait laissé déjà la transition démarrer, qui a continué, est revenu à la charge. Mais si vous avez pu faire ça au Tchad, vous n'avez pas condamné, je veux revenir à la charge pour voir si vous allez me condamner. C'est ce qui se passe actuellement au Mali. Et maintenant, au-delà de ça, ça permet maintenant aux nouvelles autorités du Mali de dérouler leur plan pro-russe. Ça, beaucoup ne le disent pas. Même si la Russie n'a pas encore envoyé de troupes sur le sol malien, comme ils en ont au moins des sous-traitances au niveau de la Centrafrique, je suis sûr qu'il y a forcément des agents de renseignement, des hommes de pointe en Russie, de la Russie en Centrafrique. Et pour moi, je me dis que la Russie aussi, chez ses intérêts, on ne peut jamais les garder. Mais si l'intérêt russe pouvait profiter plus au peuple malien que l'intérêt français, tant mieux, les gens vont applaudir. Maintenant, revenant à ce qui pouvait se dérouler. Il dit qu'il est perplexe, il n'est pas d'accord, il a raison. Parce qu'un militaire, chez nous, dans ma langue, on dit ceux-là, on a pété, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais avoir confiance à 100% en un militaire. Jamais. Même le président qui est là-bas ne peut jamais avoir confiance en un militaire. Ceux-là même qui dorment dans les mêmes trucs là, jamais. Ce qui dit que chez nous, quand on dit ça, que ceux-là, on a pété, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il est là-bas, là. À tout moment, ça peut basculer dans sa tête. Surtout qu'il n'a aucune notion. Bon, peut-être il peut avoir des bribes d'informations sur la politique, mais il n'a aucune notion sur ce que c'est qu'on gouverne un État. Maintenant, peut-être, on parle de Sankara. Ça, beaucoup, idéologiquement, les gens aussi écartent ça. Mais quand on parle de Sankara et que la personne est adulée par un peuple, et qu'on prend un premier ministre qui est de la furie même de l'opposition, qui vient directement du noyau de l'opposition, il y a matière à voir que peut-être des choses peuvent bouger au Mali. En tout cas, de toute façon, il est déjà dans le rôle et il est obligé de travailler dans le sens afin d'obtenir des résultats. Oui, ce que je disais, c'est que il peut avoir une vision, mais la technique pour l'assumer va être difficile parce que il prend le pouvoir au moment où il y a un défi sécuritaire, il y a des conseils. un défi institutionnel et économique.
Oui, on peut se faire entourer de bons conseillers, mais toujours est-il que quand on n'est pas soi-même technocrate dans le domaine, les conseils, des fois, ça suborde et puis ça déborde et puis on ne sait pas à quel rythme il faut aller. Il voit son état de loin. Il voit comment cet état s'ouvre. Il a de belles ambitions pour cet état. Donc, j'aurais préféré que lorsqu'il a aidé, appuyé la société civile à déposer le président, qu'il cherche les meilleurs hommes aguerris dans ces compétences-là et qu'il les place et qu'il les regarde faire dans la direction où il a voulu. Bon. Maintenant que lui-même, il est là, on ne peut pas lui reprocher les écarts de comportement ou les dérives. Il va faire comme il voudra et s'il veut la faire... Il ne peut pas. Le M5 est là. Je voudrais ajouter quelque chose. On prend le cas de la CEDEAO. La CEDEAO a pris le moins de mal. Si vous voyez bien la CEDEAO devient en pression condamnée jusqu'aux sanctions financières. Mais elle n'a pas fait. Pourquoi elle n'a pas fait? Si on sanctionne économiquement ces nouvelles autorités, qui d'ailleurs disent qu'ils n'ont aucun compte à l'étranger, qui va en souffrir? C'est le peuple. Il y a des chefs d'État qui se sont opposés à ces sanctions économiques pour des raisons idéologiques. Oui. Ça, c'est un des deux. La CEDEAO a jaugé, si nous sanctionnons, nous ravalons notre propre monsieur. Si on ne sanctionne pas aussi, maintenant, comment faire pour prendre le juste milieu, pour ne pas être ridicule aussi, paraître ridicule aux yeux de l'opinion publique ouest-africaine? C'est ce qu'ils ont fait en sanctionnant diplomatiquement. Et sanctionnant diplomatiquement, ils ont envoyé une gifle à la France. Je ne sais pas si vous lisez l'actualité. La France voudrait qu'on les balaye même. Parce que ce ne sont pas de leur giron idéologique. Balayer ces gens, parce que c'est les éléments de la France qui ont été balayés, les Wan et les comment on l'appelait, Mandao. Maintenant, tous ceux qui viendront maintenant ne seront pas forcément... D'accord. On n'aura pas forcément un lien avec la France. Et c'est là où ça pose problème. Parti pour la grande pause et on revient après le journal.